toujours fait que ce club et je pense que dans les Vosges, je pense pas qu'il y ait mieux. Mais c'est pas facile de quitter le cocon familial à 12 ans, sachant qu'on est encore un gamin entre guillemets. On avait une génération de dingue aussi, hein. C'était Griezmann, Kakuta. Et là-haut, à 3 jours de la fin, je chope la tourista. À 11 h, à l'heure du rendez-vous, j'entends mon chien, il gratte la porte. Ouais. Je dis, ah, mais il est relou lui. Je me rappelle la première séance d'entraînement comme si c'était hier, on était 11-12 sur le synthétique de la Plaine avec Albert Cartier. Ça vient d'où ça? Ah, j'en étais sûr. Ça vient d'où ça? Parce qu'en fait, dans le incroyable, ça me faisait trop rire. Ah, c'est chaud. Ouais, tu te dis c'est chaud. C'est chaud. Après, j'appelle Carlo Molinari. Nancy m'a appelé, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Il dit non, vas-y, fonce. Quand t'as vécu, je sais pas, Bundesliga, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga 2. À mon avis, il faut savoir doser parce que je pense qu'il faut que je travaille aussi un peu là-dessus. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au stade de la Colombière à Épinal. Une vidéo inédite aujourd'hui avec un invité de marque, un ancien joueur du Football Club de Metz, un ancien joueur de la SNL et actuellement spinalien, monsieur Gaëtan Bussmann. Comment ça va Gaëtan? Ça va super et toi? Bah nickel, merci de me recevoir aujourd'hui dans ce magnifique stade. Hein. Franchement, incroyable le décor avec des super maillots et du coup, on va faire une interview qui va retracer un peu toute ta carrière. Au top. Donc la première question, c'est tu es originaire d'ici, Épinal, et tu as commencé. Quels souvenirs tu gardes de tes débuts et en quoi ce club a compté dans ta formation? En fait, le club d'Épinal il a énormément compté pour moi étant jeune parce que c'est le club qui m'a permis ensuite d'accéder à l'élite des clubs jeunes en passant au FC Metz. Et voilà, j'ai fait toutes mes classes ici et je pense que j'ai eu une bonne préformation et de bonnes bases de footballeur. Donc je pense que voilà, je suis tombé dans un bon club, peut-être par chance aussi. Ok, et tu as été directement latéral gauche ou au début dans ta formation tu étais plutôt sur d'autres postes? Non, j'étais complètement sur d'autres postes. Latéral gauche, c'est venu en moins de 18 à Metz avec monsieur Olivier Perrin. Avant j'étais surtout, franchement je ne saurais même pas, 6, défenseur central. Et à Épinal je jouais surtout aussi même devant. Et non, c'est surtout en 18 ans, à partir de moins de 18 ans au FC Metz que j'ai pu faire arrière gauche. Hein. D'accord, et du coup, au niveau de ta formation, tu as vraiment fait que Épinal ou tu avais fait d'autres petits clubs locaux en plus? Non, c'est pour ça que je disais que j'avais eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai toujours fait que ce club et je pense que dans les Vosges, je pense pas qu'il y ait mieux en termes de peut-être d'infrastructure, de qualité d'entraîneur et tout ça. Donc je pense que j'ai eu de la chance d'être bien encadré à l'époque par tous mes entraîneurs. Tu avais qui comme entraîneur? Tu peux les nommer un petit peu que tu te rappelles j'ai eu Jean-Claude Sachot, Jean-Pierre Etienne par exemple, mes éducateurs en poussin, Benjamin. Et voilà, je pense que j'ai eu de bonnes bases et que voilà, c'est ce qui m'a permis aussi d'être assez complet parce qu'au final j'ai joué à tous les postes et c'est ce qui m'a fait la force tout au long de ma carrière. Ok, ensuite tu rejoins très jeune le FC Metz à 13 ans. Je voulais savoir comment tu vis le fait de quitter ton environnement pour intégrer un centre de formation professionnelle. C'est dur de quitter ses parents à 12 ans parce que c'était en moins de 13 mais j'avais 12 ans. Tous les week-ends je me rappelle sur le quai de la gare Épinal des pleurs parce qu'on ne voulait pas rentrer. Ou le vendredi quand on devait revenir, très content parce qu'on allait rentrer chez soi. Mais c'est pas facile de quitter le cocon familial à 12 ans, sachant qu'on est encore un gamin entre guillemets et qu'on n'est pas encore formé en tant qu'adulte parce qu'on est lancé dans le bain, on prend le train tout seul à 12 ans, on a l'internat tout seul. Après on se fait des copains bien sûr, mais on se forme au fur et à mesure. Quoi. Et justement, les premiers amis que tu t'es fait quand tu arrives au centre de formation, c'était qui? C'est mes amis actuels, c'est ce qu'on s'est jamais quitté entre guillemets, c'est Yeni, c'est Khalidou, Bouna, c'est tout cela et voilà, c'est que quand on rentre dans un centre de formation, je pense qu'avant une aventure sportive, c'est une aventure humaine aussi parce que on est tous dans le même bateau et au final, on se tire les uns avec les autres et il y a ce qui est bien à ce l'âge-là, c'est qu'il y a une insouciance, qu'on n'est pas là pour prendre la place de l'autre. Moi, c'est ce que je ressentais. C'est qu'on est tous là et puis on s'entraide tout le temps. Quoi.
D'accord. Et il y avait qui en concurrence avec toi au début au centre de formation qui joue à peu près au même poste que toi? Ah oui, mais c'est vrai, tu m'as dit au début, tu as joué plutôt 6, etc. Tu as fait un peu tout. Mais quand tu étais en U18, latéral gauche, là, que tu t'es vraiment ancré sur ce poste de latéral gauche, il y avait qui avec toi en concurrence? Bah, moi, à l'époque, parce que c'était une année sur deux, donc de mon génération, j'étais tout seul. Mais après, en 90, c'était Pierre Zimmer, qui est actuellement, je pense, éducateur au FC Metz, si je ne me trompe pas. Il était il n'y a pas, encore pas si longtemps. Et en 92, il y avait Johan Croiset, qui a fait aussi une assez belle carrière, parce qu'il a joué en MLS. Et voilà, c'est les joueurs qui étaient arrière-gauche à mon époque. Mais ouais, il n'y avait pas non plus des deux joueurs par génération au même poste à chaque fois. Ok, d'accord. Ensuite, on va passer à un bon moment. En 2010, tu remportes la Coupe Gambardella avec Metz en compagnie d'une génération dorée, avec bien sûr Yeni, Bouna, Sami Kelly, Khalidou Koulibaly, vraiment des beaux noms. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, pour un jeune joueur, de gagner ce type de compétition? Parce que depuis cette compétition, il me semble pas qu'on l'a gagnée, hein, Coupe Gambardella. Après, c'est rare de gagner une Coupe Gambardella. Mm. En fait, pour moi, quand on rentre au centre de formation, il y a 3 objectifs. Après, moi, c'est être pro, c'est gagner le championnat de France moins de 16 ans parce que c'est le premier, et après, il y a la Coupe Gambardella. Et on avait gagné le championnat de France moins de 16 ans avec la génération 90. Et après, on a gagné la Gambardella. Et en fait, c'est une aventure humaine, mais pas que sur une année. En fait, c'est une aventure humaine qui dure depuis 3, 4, 5 ans. Et c'est en fait c'est la récompense de tout un travail d'éducateur, comme à l'époque c'était Monsieur Muet, Monsieur Fauché, Monsieur Perrin. Et voilà, mais c'est une aventure humaine, et parce qu'en termes d'effectifs, de qualité, bien sûr, il y avait de la qualité, comme tu as dit, il y avait des beaux noms. Mais quand on jouait contre Lyon, quand on jouait contre Lens, quand on jouait, c'était à Lyon, je parle, c'était Lacazette, c'était Colozziac, c'était Grenier, c'était Taffer, c'était que des noms qui étaient déjà en équipe de France, qui étaient Grenier, ouais. Lens, pareil, il y avait des Kakuta, Lille, Hazard, tu vois, on n'était peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais dans la tête, on était prêts à se battre les uns pour les autres, comme je te l'ai dit au début, et c'est une aventure humaine. Ouais. Et la finale, c'était contre qui vous aviez gagné? C'était Sochaux, tu vois, c'était Sochaux, il y avait Bakambu, par exemple, Roussillon, qui ont fait des cas exceptionnels aussi. Mais c'est pour dire que le foot, c'est pas que le talent, c'est surtout un état d'esprit, je pense. Et vous étiez imposé combien? Au penalty. Au penalty, Ouais. c'est qui avait mis le dernier penalty? Ou alors c'était un arrêt peut-être? Je pense que le dernier penalty, celui qui a marqué, il s'appelait Romaric, parce que je le vois, il faisait des saltos quand il marquait. Et je sais pas ce qu'il est devenu. Par exemple. Mais je sais qu'Anthony Mfa, qui est gardien à Sedan, il en avait arrêté 2, il me semble, ou 3. Et on avait déjà gagné au tir au but à Saint-Étienne. Contre Lyon, on les avait éliminés 4-3. Mais c'était une aventure. C'était déjà un spécialiste des tirs au but. Exactement. Parce que là, il n'y a pas longtemps, moi j'étais au premier plan pour voir son penalty arrêté face à Amnéville qui les a sauvés, parce qu'après ça a changé tout le match. Pour pouvoir ouvrir le score, duel à venir face à Anthony Mfa. Erdogan dans la parade, incroyable Anthony Mfa qui, on le voit au ralenti, se détend de tout son long pour sortir ce ballon. Il était très fort au penalty. On n'avait pas l'assurance de gagner, mais on avait l'assurance qu'il en arrête au moins 2 ou 3. Donc quand on est tireur, c'est... Ah, c'est sûr que c'est une force en plus. Exactement. Ensuite, on va parler un petit peu de l'équipe de France. La même année, tu fais partie de l'équipe de France qui remporte l'Euro U19. Même si tu joues peu, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience internationale? Une expérience aussi dans la continuité en fait de la Gambardella, c'était. C'était où déjà l'Euro? En France justement, en plus à Caen. Et on avait une génération de dingues aussi. Hein. C'était Griezmann, Kakuta. J'en oubliais tellement. Ils ont quasiment fait carrière, donc il y avait des grandes carrières. On est au milieu de ces joueurs qui jouent déjà, parce que moi à l'époque, j'étais juste 19 ans à Metz, voire en réserve en CFA2 à l'époque. Et tous les joueurs-là jouaient en Ligue 1. Griezmann en Liga, parce qu'il venait avec Real Sociedad, il venait de monter. Kakuta à Chelsea, c'était la pépite, il jouait avec des Drogba et tout, et moi j'étais là,
j'en prenais pas plein les yeux, mais je me faisais petit par rapport aux autres. Et c'était qui le titulaire défenseur gauche dans cette équipe? C'était... Il y avait Kolo Zediak, Ok. il y avait Mavinga qui pouvait jouer arrière gauche, mais il est plus central gauche. Ouais, il y avait... Et l'entraîneur? C'était Francis Meriki, Ok. qui est malheureusement décédé il y a quelques années de ça. Mais on avait une génération très talentueuse et Et la finale, vous aviez gagné contre qui? l'Espagne 2-1, il me semble. Il y avait qui du côté de l'Espagne au moment-là? Tu te rappelles un peu? Thiago Alcantara, Ok. Canales, si je ne me trompe pas, comme Bartra, défenseur central de Barcelone. Ouais, on avait gagné et voilà, après. Un très beau souvenir. Ouais, un beau souvenir forcément, parce que pour moi, je jouais à Caen au stade d'Ornano, le stade était plein. Moi, je jouais dans les stades de CFA2 de moins de 18 à l'époque. C'était pas inespéré, mais c'était du rêve en fait. D'accord, et le fait aussi peut-être aussi de chanter la Marseillaise, ça doit faire quelque chose. Ouais, et puis surtout, comme je te dis, hein, de côtoyer Pour présenter son pays, voilà, côtoyer des joueurs vraiment de des classe joueurs de internationale. classe internationale à l'époque là. Parce qu'on sait très bien qu'en général, les joueurs qui sont en équipe de France, c'est pas ceux forcément qui vont réussir à faire des grandes carrières. Et dans cette génération, il y en a énormément qui ont fait des carrières. Donc c'est aussi... on apprend d'eux au final. Ok. Ensuite, tu signes ton premier contrat professionnel en 2010 et tu débutes rapidement en Ligue 2. À quel moment tu te dis que tu t'es vraiment lancé dans le monde pro? Lancé dans le monde pro... Parce qu'en 2010, du coup, c'était qui l'entraîneur? C'était Bijota. C'était Bijota, hein. C'était parce qu'à un moment, il a été remplacé par Joël Muller. Il me semble, ou je sais plus. Non, Il y a eu un intérim de Joël Muller, mais je sais plus si c'était avant. Yvon ou pas. Pouliquin, non, avant. Ouais, c'était ça devait être au moment-là. Je me suis entraîné quelques fois avec Yvon Pouliquin, Mhm. mais j'ai jamais joué, parce que c'était à cette époque CFA2, donc quand il avait besoin d'un arrière gauche, j'y allais. Mais j'ai vraiment débuté avec... C'était contre qui ton premier match? Si je me dis pas de bêtises, c'est Tours, à Tours. Ok. J'étais rentré 10 minutes, je sais, en même temps que, il me semble, Rudy Gested, Ouais. mais que lui était déjà affirmé, hein, parce qu'il était jeune, hein, mais il avait déjà Ouais, je me rappelle, sa place dans Rudy l'effectif Gested. professionnel. Et non, c'était à Tours, il me semble. Ouais. Ok. Et au niveau du contrat professionnel, comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu. Est-ce que tu te souviens un peu de cette journée où tu signes ton premier contrat? Non, même pas, parce que je crois qu'en fait, à l'époque, j'avais un agent et tout s'est fait très rapidement, parce qu'en fait, on gagne la Gambardella, je pars en sélection équipe de France dans la foulée, alors que j'avais très rarement appelé avant. J'avais fait peut-être 5-6 sélections. Et du coup, tout s'enchaîne, et en général, les clubs pro, quand ça s'enchaîne comme ça, ou quand on gagne la Gambardella, ils veulent sécuriser un maximum de joueurs. Et tout s'est fait rapidement, je me rappelle même pas le jour où je suis allé dans le bureau signer ou... Ouais. Non, tu sais plus. Bon, bah écoute. Mais en tout cas, c'était une fierté pour toi. Ah non, mais et pour après, ta famille. comme je te l'ai dit, après, enfin non, je te l'ai pas dit, mais quand je suis parti d'Épinal, j'avais jamais en tête l'idée d'être professionnel en fait. Ouais. Je franchissais vraiment les étapes les unes après les autres à Metz, à la limite. À la limite, c'était ouais, on te garde. Mais en fait, je travaillais, je lâchais rien. Et puis au final, à force de travail, de persévérance, tu passes les étapes. Et en fait, plus tu te rapproches du but et plus l'idée dans la tête, elle te vient et tu te dis, bah ouais, en fait, je peux être pro. Et puis au final, une fois qu'on gagne la Gambardella, c'est là que je me suis dit, ouais, pourquoi pas enchaîner puis être pro, quoi. Ok. Ensuite, tes débuts sont freinés un petit peu par des blessures. Enfin, une blessure assez tôt. Comment tu gères ce premier coup d'arrêt dans ta progression? Bon. C'était quoi comme blessure? En fait, si cette blessure, pas je l'ai en travers la gorge, mais c'est une blessure. En fait, je pars en sélection au Pérou pour préparer. Parce vu qu'on a gagné l'Euro, on prépare la Coupe du Monde du coup. Il y avait la Coupe du Monde en Colombie. Du coup, on part 10 jours au Pérou faire une préparation pour la Coupe du Monde. Et là-haut, à 3 jours de la fin, je chope la Tourista. Ah ouais. Donc quand je reviens à Metz, je reviens le mercredi et puis on joue le week-end contre peut-être Ajaccio, quelque chose comme ça. Et en fait, le veille de match, je me sens hyper mal et tout. J'avais encore les effets de la Tourista, du décalage horaire. Ouais. Et on avait rendez-vous, il me semble, à 11h. Ça vaut rien pour partir en mise au vert et tout. Et je joue mon réveil. Enfin, en fait, je joue pas mon réveil. Je me réveille, je vais aux toilettes, je me vide. Et je retourne me poser pour récupérer, quoi, parce que j'avais encore les effets de la Tourista. Mais vous n'étiez pas vacciné pour aller au Pérou? Si, on était vacciné. Mais tu l'as quand même attrapé. Ouais. Et du coup, t'as quand même été au match
Et En fait, j'étais au et- rassemblement, mais j'ai pas joué en fait. D'accord, mais il n'y avait pas un risque quand même que tu contamines tous tes coéquipiers avec En fait, beaucoup l'ont. Non, en fait, le tourista, c'est Ok. c'est par. On peut pas le transmettre. le transmettre, c'est que par voie D'accord. alimentaire, Ah oui. par ok. les ingrédients pas lavés, l'eau pas Ouais, traitée, ouais, tout je ça. vois. Ok. Et donc, du coup, à 11h, je m'étais rendormi en fait sur mon lit tellement KO. Ouais, À 11h, à l'heure du rendez-vous, j'entends mon chien, il gratte la porte. ouais. Je dis, ah, mais il est relou, lui. Je regarde mon heure, 11h, 11h05, quoi, 3 appels en absence du coach et tout. Donc, du coup, j'y vais, mais genre, ils avaient déjà fait la vidéo et tout, parce que le temps que j'y aille et tout, il était 11h30. Ouais. Et bah, le coach, après, il décide quand même de me faire jouer. Parce que, enfin, après, il en parle au capitaine et tout. Il dit, ouais, bah non, il a jamais été en retard. Enfin, il est comment? Il est clean, enfin, il est toujours à l'heure et tout. On va l'excuser et tout, mais il aura une sanction plus tard. Donc, du coup, je joue le match. Au bout de 55 minutes, il me semble, je sors. Je sors. Mhm. Et il me dit, lundi, il me dit, bah, comme punition, tu iras t'entraîner en réserve toute la semaine. Je dis, bah, ouais, ok, pas de souci, j'accepte et tout. Il est dur quand même, hein, parce que t'es malade comme un Ouais. chien, et puis l'autre, il te punit. Et du coup, je vais en réserve et match le week-end en réserve. Au bout de 10 minutes, une balle sur le côté, je tac pour récupérer la balle et le mec il tire en même temps et je me bloque le ménisque. Oh, Et en fait, bah, ça voilà, la Coupe du Monde, bah, je l'ai loupé à cause de ça. ouais, ça a freiné beaucoup d'événements. Ça a freiné beaucoup d'événements. Dans ma carrière, ça m'a mis beaucoup de freins par rapport à certaines visites médicales, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose que je regrette et que. Voilà. C'est vrai que c'est pas commun, hein, parce que tu te dis, tu chopes la tourista, il y a tout ça qui se passe, tu loupes ton réveil, on te donne quand même une punition qui, pour moi, à mon goût, est un peu sévère, et au final, tu te blesses sur un match de réserve. Ah, tu m'étonnes. Au final, honnêtement, j'aurais préféré qu'ils me disent non, tu joues pas le match, t'es en retard, je te C'est mets sur le clair. banc, que m'envoyer une semaine en réserve et que C'est je joue en clair. réserve. Mais vraiment, non, c'est clair. Un sacrée anecdote. Ensuite, je vais passer sur ton prêt à Épinal en 2011-2012. Revenir dans ton club formateur au moment-là, est-ce que ça t'a aidé à te relancer mentalement et sportivement? Ouais, c'était une bouffée d'air. Parce que comment ça se passait Épinal, ils étaient en quelle division quand national? Ok. On était 3e en national. Ok. Mais c'était dernier en Ligue 2, donc au final. Ouais, ça revenait quasiment au même. Mais non, ça revenait pas au même parce que quand t'es dernier dans une division, mentalement, sportivement, dans la dynamique. Non, mais je veux dire, moi je parlais juste de division. C'est vrai Oui, qu'au oui, niveau non, classement, t'as ouais. raison. C'est pas du tout la même chose de jouer la montée et jouer à un maintien. Non, puis même mentalement et moi sportivement, ça m'a donné une bouffée d'air. Mhm. J'ai pris du plaisir. Après, je faisais souvent les allers-retours entre sélection avant ma blessure, avant la Coupe du Monde, je faisais les allers-retours entre sélection et club. Et déjà là, je sentais quand j'allais en sélection, je reprenais une bouffée d'air. Quand je retournais en club, pas une chape de plomb, mais on jouait le maintien tout le temps, donc c'était un peu dur quand on est jeune. Hein. Mhm. Après, maintenant, c'est pas la même chose. Hein. Mais ce prêt à Épinal, il m'a fait énormément de bien parce qu'on a joué le haut du classement tout le temps. Et vous étiez monté? Non, on a fini la dernière journée. En fait, on a perdu. On perd le dernier match à Colmar. Gazélec gagne. Du coup, Gazélec nous passe devant. Et Ah oui. Et c'était quoi? C'était les 2 premiers qui montaient ou les 3 premiers? les 3 premiers à l'époque, il me semble. Ok. S descend en national. Mhm. Et à l'époque, mon premier souhait, c'était de rester à Épinal parce que je m'y sentais bien, parce que j'avais enchaîné les matchs. J'étais surtout avec des potes. Parce qu'au final, j'ai retrouvé mes potes d'avant, à qui je jouais en jeune. Et au final, de jouer avec ses potes, il n'y a pas mieux. Ben, tu m'étonnes. À ton retour à Metz, justement, tu deviens un joueur important parce qu'on est en train de reconstruire un projet avec la venue d'Albert Cartier dans cette saison, entre guillemets, historique dans le mauvais sens du terme pour le FC Metz avec cette saison nationale. Tu deviens un joueur important et tu marques ton premier but contre Sedan. Tu t'en souviens et qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'était en coupe, Ouais. il me semble. Si, en général, les buts, je m'en rappelle de quasiment tous. Mais je pense que heureusement que c'était Albert Cartier qui a repris Metz, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais eu le choix d'y retourner. Comme je t'ai dit, j'aurais bien voulu rester à Épinal. Mais pourquoi Albert Cartier, tu l'avais déjà côtoyé avant? Non, après, il a eu un discours où les jeunes, Yeni, Bouna, Romain Métanire à l'époque, Mhm. moi, on était au centre du projet.
Je me rappelle la première séance d'entraînement comme si c'était hier, on était 11-12 sur le synthétique de la Plaine avec Albert Cartier. Il fallait reprendre fallait refaire toute l'équipe, mais en fait le club voulait tout structurer autour des jeunes, donc et qu'avec des jeunes qui ont gagné la Gambardella, donc on se retrouvait encore ensemble mais en pro. Donc c'était quelque chose ça pouvait que bien se passer en fait. Moi, je me rappelle pas tous les matchs. Je sais que vous avez rencontré des équipes qui ne seront pas communes, Poire et Survie. Je me rappelle d'un match fou face à Quevilly. À Quevilly. Je ne sais plus combien ils avaient gagné, 5-3, 5-2, je ne sais plus. Mais je me rappelle, en plus, il fallait aller sur certains liens pour voir les matchs et tout. Non, franchement, c'était une saison assez atypique. Uzès Pont-du-Gard aussi, vous aviez joué. Vannes. On loupe un penalty contre Vannes, on loupe un penalty alors que c'est un joueur au but même. Oui, je me rappelle, j'arrive plus à visualiser l'image. Mais oui, je me rappelle, oui, c'était un joueur qui était dans les buts. C'était dû à quoi? Ils avaient fait tous leurs changements et il y avait eu un rouge pour le gardien. Je sais même pas si. Oui, il s'est blessé. C'était un rouge, il n'y avait plus de changement peut-être. Hein. Ouais, ça devait être ça. Mais ouais, une saison assez atypique. On finit deuxième, derrière Créteil. Et du coup, on monte en Ligue 2. Une bouffée d'oxygène, parce que si on n'était pas monté, ça se trouve, il n'y aurait peut-être plus de FCMS aujourd'hui. Et du coup, on va passer à la saison suivante. C'est la saison 2013-2014, qui se conclut par un titre de champion de Ligue 2 et une montée. Comment tu expliques la force de ce groupe cette année-là? Parce que de base, je me rappelle, le discours d'Albert Cartier avant au moins février, c'est on joue le maintien. On joue pas la remontée en Ligue 2. Enfin, en tout cas, il ne voulait pas le dire officiellement. Après, on a surfé sur la dynamique et après, c'est la génération qui était au centre de formation. C'est qu'on pouvait courir, on pouvait se tuer les uns pour les autres. Il y avait Diaf en attaque. Diaf Rassaco. Quel attaquant, lui? Diaf, Maillot au milieu, il y avait que des gens du centre de formation. Et on était encadré heureusement par Greg, Proman, Sylvain Marchal. Mais Greg, il était plus là, je crois, pour la saison de Ligue 2. Non, mais pour la nationale. Mais pour la nationale, oui. Ouais. J'en avais parlé avec un de tes anciens coéquipiers aussi, Thibaut Bourgeois. Et il m'avait dit que Greg Proman avait vraiment été un appui fort dans cette saison nationale. Ouais, parce qu'il savait exactement. Parce que lui était passé pour le centre de formation, donc du coup, il savait ce qu'on avait besoin de nous. Puis une fois en Ligue 2, Sylvain a pris le relais, mais qui était de la même génération que Greg, avec Nico Fauvergue et Eduardo, l'attaquant, à l'époque. Romain Rocky aussi. Et ils nous ont encadrés, ils nous ont partagé leur expérience du niveau Ligue 2, Ligue 1. Parce que, comme j'ai dit, de toute façon, quand sur le terrain on peut se tuer pour son coéquipier, ça peut que marcher. Ok, on va parler de quelques buts dans cette saison, moi que je me rappelle et qui m'ont marqué. Premier but de la saison de Ligue 2, c'est toi qui le mets, face à Laval. 0-0 jusqu'à la dernière minute et tu nous libères, on gagne le match 1-0. Donc je voulais déjà ton premier ressenti par rapport à ce match-là. Tu regardes quel souvenir? Je me rappelle très bien, c'est Bouna qui déborde, qui fait un petit centre en retrait, je marque du pied droit en plus. Ouais. Et je pense que ça lance notre saison en fait. C'est qu'on monte, je sais pas, après on serait peut-être monté exactement pareil, hein, mais je pense si tu commences par un 0-0, une victoire à domicile, c'est pas pareil, parce que si tu commences à enchaîner 2-3 matchs nuls, c'est pas pareil. Mais je pense, tu arrives en Ligue 2, tu gagnes direct, tu gagnes 1-0, contre Laval, tu te sens pas fort, mais tu prends des forces pour enchaîner les matchs d'après. Et c'est là que tu montres aux autres équipes qu'il va falloir qu'ils fassent attention à toi, parce que c'est pas parce que tu montes que tu n'as rien à leur envier en fait. Oui, et puis après il y avait aussi un autre but malheureusement qui t'a été refusé, c'était lors du derby face à Nancy. Je me rappelle, Sylvain Marchal, il sauve sur un coup franc la balle qui devait sortir. Apparemment, elle était sortie. Moi, je pense qu'elle n'était pas sortie. Et puis, tu marques, je me rappelle, tu s'élèves comme ça et puis tu dis non, en mode comme ça. Justement, dans ce genre de cas, tu viens à un derby. Bon, toi, tu es spinalien. Je veux dire, tu n'as aucun parti pris, mais tu viens à un derby comme ça, tu marques. Et sur le coup, déception du hors-jeu. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as marqué avant qu'il y ait le hors-jeu, malheureusement, la déception? Est-ce que il y a quelque chose en plus, vu que c'est un derby? Vu que c'est un derby, forcément, parce que déjà le match en lui-même, parce que le match, je sais pas si tu te rappelles, mais au bout de 2 ou 3 minutes, le match il a arrêté pendant au moins un quart d'heure parce que. Oui, les Nancéens, ils avaient arraché des sièges, de fumigène et tout. Donc c'est une adrénaline spéciale.
Un stade de 30 000 guichets fermés en Ligue 2, je ne sais pas si tu vas en voir souvent, avec cette ferveur. En tout cas, pas en France. Souvent plus en Allemagne Ouais. ou en Angleterre, mais pas en France. effectivement. Un derby qui a autant cette valeur en France, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3 maximum au-dessus. Ouais, un Saint-Étienne-Lyon, encore après les autres, Un Lille-Lens peut-être un Rennes-Nantes, ou je sais même pas. Hein. Mm. Et puis en tant que jeune formé au club, forcément, si tu marques dans ce genre de match, tu es fier. Parce que forcément, Nancy, ils sont dans la région de Metz. Forcément, toutes les années, tu vas jouer 2-3 fois contre eux. C'est pas comme un match comme face au PSG, qui est une grosse équipe par exemple, mais tu vas les affronter une fois dans ta vie. C'est ça. En plus, le match là, on gagne 3-0, but de Yeni, but de Bouna, et Mensah. le but, c'est quoi, Mensah? Exactement. Je me rappelle exact. Et tu vois, il y a des situations, je me rappelle que d'une ou des actions à chaque fois, mais de Bouna quand il marque, de Mensah, et le stade, Mais d'ailleurs, il tremblait le match. Bouna, c'est pas toi qui le lance? Non, je sais plus, c'est Non, pas toi qui le lance en non, profondeur. C'est un dégagement. C'est un gros dégagement. Un gros je sais. dégagement, il part tout seul, je crois que c'est Nardi à l'époque, il sort, il lui met entre les jambes tout doucement, et puis, enfin pas tout Oui, doucement, c'était mais... Paul Nardi dans les buts. D'ailleurs, il se percute avec le défenseur adverse. Exactement. Et le dernier but que je vais te parler, il me semble, c'est face à Auxerre. Tu as marqué un but face à Auxerre, non? Auxerre. On avait gagné 3-0, c'était dans Là-bas les derniers matchs. Ouais, c'était là-bas. C'est toi qui marques un but, non? Ou je me trompe? Je pense que je fais passe décisive. Ou alors tu fais peut-être la passe décisive. À Diaf. Mais c'était à l'époque... Mais en tout cas, moi, c'était le match de la montée, ça. Comment? Le match de la montée. Exactement. Je me rappelle aussi celui-là. Par contre, moi, je voulais te poser une question vraiment que ça se trouve, peu de supporters savent. Ça vient d'où ça? Ah, j'en étais sûr. Ça vient d'où ça? Parce qu'en fait, c'était incroyable, ça me faisait trop rire. En fait, dans le vestiaire, on écoutait cette musique. Mais c'était pour dire l'ambiance qu'il y avait dans le vestiaire, en fait. C'est dès qu'il y avait la musique dans le vestiaire, on dansait tous. Et en fait, on s'était dit, dès qu'il y en a un qui marque, on l'a fait, mais peu importe où on est sur le terrain, on s'arrête tous et on le fait. Et si tu regardes les vidéos, en fait, moi je chante pour Diaf, il marque, et moi je suis au poteau de corner, lui il est là-haut, il y a Romain Rocchi, Romain Inès, Guido Milan, à l'époque, ils sont dans le rond central et ils font comme ça. Et c'était incroyable, ça me faisait tellement rire. Je me rappelle aussi le dernier match où on joue contre le Havre, il me semble. À domicile contre le Havre, ouais. Ouais, on gagne 3-0. 3-0, il me semble. Et pareil, il y a Nico Fauvert qui marque. Nico Fauvert, il le fait. Et ouais, non, franchement, c'était vraiment rigolo cette célébration. Donc, du coup, c'est venu d'une musique et vous êtes dit, on va faire ça. Cette musique, voilà, c'est Bella, elle s'appelait. Bella, ok. Ouais, Bella. C'est qui l'artiste? Je sais pas, c'est une Je sais musique. plus. Et c'est qui l'a lancé la première fois cette Je sais même pas, c'était une musique africaine. Quand on écoutait dans le vestiaire, ça faisait Bella, et on dansait tous. Mais. Et c'était avec déjà Albert Cartier. Et il y avait une autre anecdote d'ailleurs pour un but avec Albert Cartier, c'est qu'un jour, il me semble, un entraînement, ça se passe très mal. Et à un moment, il dit, le coach dit, ça continue comme ça, on va faire que courir. Et Diaf, il dit, vas-y, on fait que courir. Donc on court, on arrête l'entraînement, on fait que courir. Et il dit, vous reviendrez ce soir, on fera une séance de musculation. Et du coup, on revient le soir, on fait 300 pompes, sauf que personne n'arrivait à bouger les épaules ni rien. On joue le week-end là, mais je crois que c'était en national, c'était pas en Ligue 2. Et on gagne 1-0. Et au moment où on marque, tout le monde s'arrête et fait des pompes, fait de la muscu, devant le banc de touche, fait des... Ah ouais. Et c'était pour dire la bonne ambiance qu'il y avait oui. entre... Et Albert Cartier, il a jamais voulu faire la petite danse sur un but. Après, je sais pas. Lui, il aimait bien ou pas? Genre, il vous en a pas? Non, il nous en a jamais parlé. Après, peut-être que lui, il le faisait aussi. Hein, mais... Peut-être on le voit pas. Non, je pense pas. Mais la danse Bella, c'est vraiment un bon souvenir. Ensuite, en Ligue 1, tu réalises une saison intéressante avec des buts, des passes aussi, décisives, mais le club est malheureusement relégué. Comment on vit individuellement une bonne saison dans un contexte difficile? Collectif difficile, pardon. Puis déjà, c'était la première année que c'était dur pour nous. Parce que on gagne la Gambardella, on va en CFA2, on monte avec, je crois, 100 points, on bat le record de nombre de points. On va en National, on est premier. En deuxième, pardon, on monte. On va en Ligue 2, on est premier, on monte. On monte en Ligue 1. Les 3 premiers mois, ils sont exceptionnels. Hein. Je crois qu'on est 5e ou 6e après 3 mois de compétition.
Ouais. On bat Reims chez nous 3-0, il me semble. Battez Lyon. On bat Lyon. Non, Je sais pas si on fait match nul contre Lyon. Je sais plus. Falcon, t'as joué avec Falcon? Avec Falcon, ouais. Bah oui, vous avez battu Lyon 2-1. Bah, c'est possible, ouais, j'allais dire un 1, mais c'est peut-être Non, qu'on a marqué à la fin. tu sais pourquoi? But de Lacazette. Après, Nbakoto, Yenny, il égalise sur penalty. Penalty, ouais, ça, je me Et rappelle. Juan Falcon, il Ah, il a met le marqué? 2-1. Ah, moi, c'est un match, mais il m'a marqué. Je l'avais pris en photo, le score et tout. Je crois que c'était vraiment un de mes matchs où j'ai vécu le plus d'émotions. Parce qu'on remonte Tada comme ça face à Lyon, qui était mal au point en plus au début de saison et tout. Non, c'était un beau match. Et puis il y avait aussi le match du PSG, je crois, vous avez perdu 3-2. 3-2. Ah, 3-2. Oh je marque contre mon camp, je me rappelle. Ouais, il y a le match. Ouais, c'est ça. Et puis on avait marqué un doublé, c'était. Kevin Lejeune? Non. 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 Le doublé, c'était Modibo Maïga, non? Ah, c'est possible, ouais. Ouais, Modibo Maïga sur penalty 2 fois. Et puis après, le dernier but de Lavezzi. Et vous aviez perdu 3-2. Ouais, bah en fait, comme je te dis, hein, c'est que on arrive en Ligue 1, sur 3-4 premiers mois, on surfe. En fait, pour nous, tout est normal jusque-là. Ouais, en fait. c'est la continuité, en fait. Continuité. Et le jour où on a eu des mauvais résultats, en fait, je pense qu'on n'a pas su... parce qu'on a fait enchaîner 16 matchs, je crois, sans victoire. Vous avez... Un truc comme ça. Et là, on a plongé, et je pense que... Voilà, cette année, le record, il a été battu. Malheureusement. Ouais. Et... je pense qu'on n'a pas... Puis après, ça reste que moi, mais je pense que quand on est monté en Ligue 1, le recrutement, comme toutes les années, comme toutes les fois que Metz monte en Ligue 1, il était mauvais. Ouais, il n'a pas apporté... Ils ont recruté des joueurs... je ne voudrais pas citer de nom, mais... Qui nous ont qui pas n'ont pas apporté... eu forcément une plus-value pour l'équipe. Ouais, ou qui avaient, par rapport au niveau Ligue 1, ils n'avaient pas du tout le niveau Ligue 1, en fait. Est-ce qu'ils prenaient la place d'un joueur qui se donnait peut-être plus, ou... Je dis une bêtise, hein, mais ils avaient recruté un Biélorusse, Krivets. Sergei Krivets. Krivets, par exemple, Falcon. Mais ils prenaient Vénézuélien. la place de joueurs comme Kevin Lejeune, comme du coup Nico Fauvergue ou Eduardo qu'ils n'avaient pas conservé parce que c'était des prêts. Et au final, ils nous ont apporté beaucoup moins que ces joueurs-là qui avaient fait le taf en Ligue 2. Quoi. Ok. Ensuite, on va passer à ta période Allemagne. En 2015, tu fais le choix de partir en Allemagne, à Mayence. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet et dans la Bundesliga? Bah, moi, si je partais de Metz, c'était soit pour rester en France, soit pour l'Allemagne. L'Allemagne, ça m'a toujours attiré. Quand j'étais à Metz, déjà, je montais énormément à Kaiserslautern, voir les matchs, par exemple. C'était un championnat qui, par mes qualités à moi, c'était quelque chose qui m'attirait parce que la contre-attaque, les duels, tout ça, j'aime bien. Et quand j'ai eu l'opportunité, puis la chance, parce qu'au final, c'était le 30 août, donc j'ai saisi l'opportunité d'y aller. D'accord. Et justement, si tu devais comparer la Bundesliga avec la Ligue 1, c'est comment? Tous les stades, ils sont à chaque fois pleins, non? Ouais, bah je pense que c'est la mentalité qui est comme ça. Que ce soit les gens qui viennent au stade, soit la mentalité. Souvent, les matchs, il me semble, ils sont pas plus l'après-midi. C'est à 15h30 tous les matchs Ouais. déjà en Bundesliga. En Bundesliga 2, c'est à 13h ou 13h30. Donc, il y a plus une ambiance Et je pense, familiale. voilà ce que j'allais dire, il y a plus une ambiance familiale et c'est plus facile de venir au match à 15h30 qu'à 20h quand tu as des enfants par exemple. D'accord. Moi, en tant que joueur, je préfère jouer à 15h30 par exemple. À part, bien sûr, quand tu joues à 21h sur Canal+, c'est magnifique. Hein. Mais pour ton rythme de vie, une fois que tu joues à 21h, tu dors pas avant 3-4h du matin parce que tu as l'adrénaline encore. Quand tu joues à 15h30, bah à 20h, tu es rincé, l'adrénaline est redescendue, donc tu peux aller te poser tranquille. Tu vois, je pense que c'est un rythme à prendre et je pense que la Bundesliga est en avance par rapport à ça. Ok. Ton passage en Allemagne, il est un peu irrégulier, avec notamment une longue période sans jouer. Comment tu gères ces moments où tu as été moins utilisé? En fait, j'ai eu c'est même pas une grosse blessure, mais c'est une blessure qui m'a handicapé. C'était quoi comme blessure? En fait, j'avais une pubalgie. Ah oui. Pubalgie. Ouais, la fameuse pubalgie, les blessures fréquentes, une des blessures les plus fréquentes des footballeurs. Ouais. Ouais, et en fait, on a essayé de la traiter avec le club sans se faire opérer en fait. Et on repoussait toujours. En fait, tu t'entraînes 2 entraînements, t'as mal, tu t'arrêtes 2 jours, ça revient bien, tu dis t'as plus rien. Au final, premier sprint, bah, ça te refait mal et tout. Donc on met des protocoles en place de renforcement, de soins, puis ça passe pas. Donc ça a duré 2 mois avant, je pense que c'était en février. Donc ça a duré fin février jusqu'à peut-être la fin mai quoi. J'ai pas pu rejouer.
Et en mai, ils m'ont dit, bah, là, tu coupes vraiment pendant 1 mois et demi, pendant la trêve. Puis quand tu reviendras, bah, normalement, ce sera parti parce que avec du repos et un peu de renfort, normalement, il n'y a plus. Ça part les doigts là. Et en fait, quand je suis revenu à l'intersaison pour le stage, on venait de changer d'entraîneur. Et premier sprint, bah, ça m'a fait mal, quoi. Ouais. Donc, obligé de se faire opérer. Donc, 3 mois de perdu. Après l'opération, au final, c'est que 4 semaines. Donc, au bout de 4 semaines, tu es sur le terrain. Et bah, du coup, bah, je reviens début août avec le groupe. Et le 15 août, bah, je perds mon grand-père. Et le 16 août, bah, déchirure du quadriceps avant d'aller à l'enterrement, tu vois. Alors après, ça a peut-être une cause, le fait de ne pas avoir bien dormi, de cogiter et tout. Ouais. Et du coup, bah, 6 semaines d'arrêt de déchirure, en plus depuis février, tu vois. 6 semaines d'arrêt, donc ça repousse en septembre. Septembre, je reprends, première nickel, je m'entraîne pendant 2-3 semaines. Et ça rechute, tu vois. Donc 8 semaines. Puis après la blessure là, j'ai pu être embêté. Mais une fois que le coach avait changé, c'était plus le coach qui m'avait fait venir. Les coachs. À l'époque, moi, quand je suis arrivé, c'était Martin Schmidt, c'est lui que j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Après, il y a eu Sandro Schwartz. Et le club a changé de directeur sportif. Ils ont une nouvelle mentalité où ils voulaient plus faire du trading. Par exemple, avec Mateta, Niakate, Diallo. Plus de, tu vois, acheter en France et revendre plus cher après. Et du coup, bah, le temps où j'ai été blessé, ils avaient récupéré un arrière gauche, un espagnol. Et puis voilà, après avec le coach, j'ai pris du plaisir et tout l'entraînement parce qu'il faisait attention à ceux qui jouaient pas et tout. Hein. Mais j'ai joué 2 matchs avec le coach là, quoi. Ok. Ensuite, du coup, bah, ton prêt à Fribourg, puis ton passage à Guingamp ne se passe pas aussi comme prévu. Est-ce que c'est la période aussi la plus compliquée de ta carrière? Parce que là, tu nous parles quand même de pas mal de périodes compliquées. Est-ce qu'à Guingamp aussi, t'as joué combien de matchs à Guingamp? Non, Guingamp, c'est. Non, parce que j'ai joué 10 matchs en. Ouais, ce que j'allais dire, t'as pas joué énormément de matchs à Guingamp. Si, parce que c'était en fait, moi j'arrive à Guingamp fin septembre, il me semble. En fait, j'arrive fin septembre, mais le championnat, c'est le Covid, ça s'arrête en janvier. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. Donc, du coup, j'ai joué 10 matchs, il me semble, et 2 avec la réserve. Mais au final, j'avais pas joué depuis tellement longtemps avant que pour moi, 10 matchs en 5-6 mois, pour moi, c'était. Enfin, pas je revivais, tu vois, mais je reprenais plaisir. Et moi, j'avais un objectif en tête, c'était de rejouer pour repartir en Allemagne, en fait. Ok. Et après, bah voilà, après Fribourg, c'était plus au milieu à Mayence parce que j'ai pas du tout joué à Fribourg et je suis tombé sur un grand entraîneur, mais je m'y suis pas retrouvé dans la gestion. C'était qui? Streich. Ok. Il a fait 13 ans à Fribourg, il les a emmenés en Ligue Europa. Mais en fait, t'arrivais au début de semaine, il avait déjà fait son équipe. Toi, t'arrivais, tu savais déjà que t'allais pas jouer le lundi. Ah oui. Donc, ouais, t'avais pas envie d'être pas très motivé pour la en fait, semaine, mentalement, justement, c'est mentalement, il faut s'accrocher pour si jamais il fait appel à toi. Hein, parce que à tout moment, il y a un blessé, il faut toujours que tu sois prêt. Parce que c'est bien de tirer la tronche, mais s'il fait appel à toi, il faut être bon. C'est quand même atypique déjà, il a déjà l'équipe suivante le lundi, quoi. Ouais. Je sais pas comment il faisait, c'est par rapport au match direct, à chaud, il se disait les prochains, ça sera ceux-là, quoi. Après, c'était sa façon de travailler, ça a fonctionné. Et puis, quand je vois encore, il y en a encore 3-4 qui sont toujours à Fribourg à l'heure actuelle. Donc, 7-8 ans après, enfin même plus. Ok. Ensuite, bah, tu retrouves du temps de jeu en Allemagne avec un club où je n'arriverai pas à prononcer le nom. Tu peux m'aider un peu? FC Erzgebirge Aue. Voilà. Et après, tu reviens à Nancy avec Albert Cartier, un entraîneur que tu as déjà connu à Metz. Raconte-nous ton dernier passage en Allemagne et pourquoi être passé après chez le rival nancéen. Bah, en fait, quand je suis à Aue, je fais 2 saisons en Ligue 2 où je joue peut-être dans 30-35 matchs, je sais pas. Et entre la première et la dernière, enfin entre les 2 années, j'ai des mal de dos, du coup je me fais opérer d'une hernie. Et dans cette période de 3 mois, je me fais opérer ici à Nancy. Dans cette période, justement, mon fils va à l'école, il revient ici, on s'installe à Épinal parce que j'avais construit ma maison. Et du coup, il prend ses habitudes, il se fait des copains et tout. Et donc du coup, après voilà, on a pris nos habitudes un peu ici et je finis la saison là-haut, mais on descend en D3 à la fin de l'année. Donc du coup, j'avais signé que 2 ans, donc tous les contrats des joueurs
fini, et puis ils sont repartis sur une feuille blanche, quoi. Mhm. Bah, ça n'a pas si bien fonctionné ça, parce qu'ils ils descendent en D4 maintenant. Et en fait, début juin, dans ma tête, j'ai cette hantise de me dire, il va falloir, je sens en fait, je sens que Nancy va m'appeler. Et pourquoi Nancy? Parce qu'Albert Cartier est arrivé avant en fait. Il avait déjà Ah, appelé, d'accord. il avait déjà appelé Yenny. Et Yenny, il avait signé au moment-là déjà? Yenny est signé, mais parce qu'en fait, Yenny jouait plus du tout à l'Olympiakos. Ouais. L'Olympiakos ne le voulait plus du tout et il fallait qu'il ait du temps de jeu pour. Ça faisait entre Guingamp, l'Olympiakos, il n'avait pas trop joué, donc il voulait du temps de jeu. J'ai dans ma tête. C'était Olympiakos, c'est pas Panathinaikos? Panathinaikos, pardon. Panathinaikos. Oui, c'est les Verts. Ouais. Panathinaikos. Et ouais, j'ai cette hantise de me dire, bah, je pense que. Du coup, en juin, moi, je contacte à l'époque Freitas qui était à Serein. Ok. Je lui dis, bah, si vous avez un arrière-gauche pour encadrer vos jeunes, y a pas de souci et tout. Sauf que lui était déjà dans le truc trading avec des joueurs. Il a, je sais pas, du Milan AC, des jeunes. Ça n'a jamais marché. Et j'envoie un message à Dre aussi à l'époque, qui était directeur sportif. Ouais, Pierre Dreux aussi, ouais. Jamais une nouvelle. D'accord. Début juin. Et j'envoie un message à Bernard Serin. Il me dit non, désolé, pas besoin. Je dis bah pas de souci. Après, je pense dans ma tête, je me dis bah je pense à mon avis, je vais devoir faire. Albert va m'appeler à un moment donné. Je sens. Je sais pas, c'était une intuition en fait. C'était début juin, c'était peut-être le 4-5 juin, je sais plus 2000, je sais plus combien. Et en fait, bah 15 juillet, 16-17 juillet, quelque chose comme ça. Il m'appelle. Et te voilà à Nancy. Ah, il m'appelle, il me dit ouais, voilà. Et il te propose le projet de Nancy. Mais du coup, sur le coup, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ouais, c'est chaud, je vais passer de Metz à Nancy, ou tu t'es dit, non, mais il faut que je joue, donc peu importe le projet. Moi, le plus important, c'est surtout de trouver un projet sportif qui m'intéresse. Albert, c'est un entraîneur que j'ai apprécié. Non, en fait, moi, je me dis, ah, c'est chaud. Ouais, tu t'es dit chaud. C'est chaud. Après, j'appelle Carlo Molinari, donc je suis enfin pas proche, mais je suis en contact régulier. Je dis voilà que Nancy m'a appelé, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Il dit non, vas-y, fonce. Albert, tu le connais. Les supporters de Nancy, de toute façon, tu donneras 100%, ils t'apprécieront. Fonce, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Du coup, je rappelle Albert dans la foulée, je dis ouais, bah, c'est bon, je suis là demain, pas de souci. En plus, comme je t'ai dit, moi, je m'étais fait opérer du dos 6 mois avant, donc mes enfants étaient. Pour moi, ça tombait bien, parce qu'en fait, j'étais sur Épinal, mes enfants allaient à l'école, commençaient à aller à l'école à Épinal déjà. Donc je me dis, bah, c'est bénéf, parce qu'ils auront plus besoin de changer d'école. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après. Et tu as reçu un peu des messages par rapport à ta signature à Nancy, pas forcément positifs? Bah, Non, mais il y a des gens vraiment qui t'ont. Ah oui, bah, surtout des supporters de Metz. Après, des supporters de Nancy, non. Mais supporters de Metz, énormément. J'en reçois encore maintenant. D'accord. Heureusement que je sais faire la part des choses, que j'ai une femme, des enfants, que je sais que je suis bien entouré. Et les Nancéens, ils t'ont bien accueilli? Sachant que tu venais de Metz? Ils m'ont bien accueilli dans le sens qu'ils m'ont dit tu mouilles le maillot, tout se passera bien. Ok. Et moi, je suis quelqu'un où je savais au fond de moi, et j'avais cette conviction que ça allait bien se passer, parce que je suis quelqu'un qui, dans tous les cas, qui donne tout et qui se donne à 100% sur le terrain. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours dit, tu peux louper une passe, tu peux louper des gestes techniques, mais l'état d'esprit, ça, tu es obligé d'être à 100%. Ça, c'est ce qui a fait peut-être ma force tout au long de ma carrière après. Mais c'est comme ça aussi qu'après, quand on a eu des périodes moins bien avec Nancy, où le club ne savait pas trop où aller, bah, on est resté avec, par exemple, Martin Sourzac, Prince, Mendy. Et au final, je suis plus qu'heureux d'avoir fait ce choix d'aller à Nancy, que ce soit familialement, sportivement, humainement, parce que j'ai appris énormément de choses. Et c'est un club où aussi, t'as plaisir à y aller tous les jours. Enfin, t'as un beau cadre d'entraînement, t'es en forêt de haie, c'est moi qui suis des Vosges, bah, c'est la forêt, des terrains d'entraînement. Dans un contexte, il y a un public qui est nombreux aussi, comme à Metz en national, il y avait 10 000 personnes à chaque match. Il y a rien de mieux pour s'épanouir en fait. Ok. Et maintenant, on va passer à une petite surprise que je t'ai réservée. Je t'ai envoyé sur ton téléphone. C'est une petite vidéo de quelqu'un, d'ancien coéquipier à toi, qui voulait te poser une question. Alors, je te laisse la voir et l'écouter, et après lui répondre. Thibaut. Salut Gaëtan, ça va? Tu vois, j'ai une petite question pour toi. Ça fait quoi de revenir à Épinal pour
pour une fin de carrière, plutôt nostalgique ou une grande excitation? Petit message de Thibaut Bourgeois. Ouais, Thibaut Bourgeois. Thibaut, il était au centre de formation avec nous, donc après on s'est perdu de vue, de contact un peu, parce qu'on n'a pas... Il joue actuellement à Pierrevillers, là. Pierre-Villers, non mais je suis, il est entraîneur aussi, non? Il Ouais. me semble. Ouais, il entraîne également, mais après, c'est plus un rôle d'entraîneur adjoint. Ok. Après, c'est de la génération 90, donc pas 91. Après, en fait, c'est lui et Mireille qui nous ont aussi tirés vers le haut, parce que c'est eux qui ont été les premiers à entrer en équipe pro par leur talent, en fait. Et c'est eux qui nous ont donné envie de pousser pour aller voir ce qui se passait là-haut. Et pour répondre à sa question, ouais, en fait, moi, je suis venu. Je pensais pas revenir. Après, ce sera peut-être les prochaines questions, mais je pensais pas revenir si tôt à Épinal. Après, j'aurais bien voulu continuer à Nancy après pour encore 2-3 ans, mais c'est le foot, hein, c'est alors des contrats et tout ça. Mais j'avais déjà en tête de revenir ici à la fin de ma carrière pas pour être redevable, tu vois, mais pour aider les jeunes à passer une étape, tu vois, pour partager mon expérience. Et je suis vraiment, ça fait déjà 2 ans que je suis là, donc pas que je suis excité. J'étais excité l'année dernière, et là je prends mon rôle vraiment à cœur de transmettre. Ouais, t'es capitaine de cette équipe. Ouais, mais en fait déjà à Nancy j'étais capitaine, donc c'est une suite, et puis c'est là que j'ai commencé à être défenseur central, donc à Nancy aussi, et puis ici depuis cette année. Et je sens, c'est un poste à mon âge, qui me convient parfaitement, où j'ai pris déjà énormément de plaisir à Nancy, mais puis je reprends aussi ici. Ok, aujourd'hui, du coup, avec ton club actuel, tes objectifs à court terme et globalement, après, on parlera des projets pour la suite dans le football ou hors football. Là, cette année, vous êtes dans le ventre mou du championnat. Tu as marqué, il me semble, 2 buts. 3 buts, tu en as marqué 2 face à l'US Thionville-Lusitanos. C'est ça? C'est ça. Et le dernier, c'est contre qui? Furiani. C'était Furiani. Ok. Et du coup, tes objectifs à court terme avec Épinal? Après, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai vraiment envie de rejouer en national avant la fin de ma carrière, refaire une saison avec Épinal en national, en Ligue 3 maintenant, parce que ça se perd à Ligue 3. Avant la fin de ma carrière, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête. Après, il faut qu'on s'en donne les moyens, que ce soit le club, l'effectif, la ville, tout ça. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. C'est quelque chose qui est difficile au niveau amateur, entre guillemets, parce que c'est un championnat amateur qui n'est pas professionnel. Et pour trouver l'argent, pour trouver ceci, cela, c'est compliqué. Et à court terme aussi, c'est transmettre mon exigence, Est-ce que tu es le plus vieux de l'effectif ou... Ouais, je suis plus vieux. Ouais. Okay. L'année dernière, il y avait quelqu'un de plus vieux, mais je suis plus vieux cette année. Et transmettre ce que j'ai vécu, en fait. Et au niveau amateur, c'est facile et pas facile, parce qu'en fait, les joueurs, ils sont là. Limite, c'est plus facile en Ligue 1, parce que tous les joueurs, ils sont dans le même état d'esprit, ils savent pourquoi ils sont là, ils ont des qualités, ils veulent aller encore plus haut. Ici, c'est un niveau pas bâtard, mais on est comme on dit, le cul entre deux chaises, quoi. C'est l'exigence, par exemple, l'exigence, c'est l'heure, tout le monde arrive pile poil à l'heure à chaque fois, alors que moi qui ai connu l'Allemagne, par exemple, si tu arrives déjà 10 minutes avant l'heure, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et moi, tous ces trucs, j'essaye de leur faire comprendre, de leur dire qu'il y a que par le travail qu'on peut avancer. Voilà, Après, je pense que des fois, je peux être dur, je peux faire peur, parce que je suis peut-être trop exigeant avec le niveau que c'est, parce que ça reste que du National 2 au final. Hein. Et quand tu as vécu, je sais pas, Bundesliga, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga 2, à mon avis, il faut savoir doser, parce que et je pense qu'il faut que je travaille aussi un peu là-dessus. Hein. Ok, tes objectifs pour la suite, que ce soit dans le football ou hors football?
Non, après moi Tu j'aimerais en as quand tu bien, as fini ta carrière? déjà j'aimerais bien encore jouer quelques années, parce que je me sens physiquement prêt, transmettre encore quelques années, et après rester dans le football, parce que quand on a vécu dans le football, on a toujours à transmettre, à partager, que ce soit en tant que, je sais pas, directeur sportif, agent, partager aux jeunes, je sais plus. Il y a énormément de travail à faire. Mais après, c'est comme tout, faut s'en donner les moyens. Il faut que, si c'est à Épinal, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tout le monde tire dans le même sens pour vouloir aller plus haut. Qu'on est ambitieux, si on veut monter en Ligue 3, bah, il faut que tout le monde tire dans le même sens et qu'on travaille tous ensemble. Surtout travaille tous ensemble. Ok, mais ensuite, après, de travailler dans le football, tu aimerais faire quoi? Ouais, c'est ça, ce que je te C'est dis, c'est que plutôt, je sais pas du tout encore, c'est vague, parce que Plutôt entraîneur, non? Pas Mm. du tout? après entraîneur, je sais pas si j'aurais Ou plutôt agent, peut-être? peut-être entraîneur adjoint, peut-être plus, Entraîneur adjoint, ok. être à côté de quelqu'un Pour apprendre et peut-être après Pour être apprendre. entraîneur. Tu comptes. je sais même pas si entraîneur ça m'intéresse vraiment, faire Ouais, des ça, coachs. tu verras peut-être un Mais peu c'est plus vraiment, tard. en fait, entraîneur, on se rend pas compte, hein, mais c'est C'est une grosse charge mentale. une grosse charge mentale, énormément de travail, préparer des causeries, préparer des séances, gérer des égos, gérer des états d'âme. Quand tout va bien, bah, garder son groupe concerné. Quand tout va mal, bah, savoir Les redonner, maintenir à flot. Ouais. voilà, les maintenir à flot. Alors que coach adjoint, plus dans tout ce qui est préparation de séance, justement la gestion plus humaine, mais plus individualisée, si tu veux. Mm. Je pense que ça m'irait plus qu'un travail d'entraîneur qui est très très contraignant, je Toi, pense. t'aimes bien le côté humain. Moi, plutôt. je suis, ouais. Justement, j'en parlais avec Stéphane Borbiconi, qui était adjoint de Julien François. Et il disait un peu que Julien avait le sale boulot, entre guillemets, parce que du coup, c'est l'entraîneur principal. Et lui, et ce qui le passionnait, c'était les relations humaines qu'il pouvait avoir avec les joueurs. C'est exactement ce que je te dis, c'est que Voilà. Steph, en plus, je connais ce que je joue avec lui, hein, mais c'est exactement ce que je dis, c'est que quand tu es entraîneur adjoint, tu es plus là dans l'individualisation, à parler avec le mec pour l'humain, tu vois, pour lui expliquer ce que le coach ne ferait pas, tu vois, parce que le coach, il va pas parler à 25 personnes, t'imagines, sinon il est encore là jusqu'à 18h ce soir. Il y a des séances à faire, et un coach, il faut aussi qu'il s'intéresse à ce qui se passe en dessous. Notre coach, quand je vois tout ce qu'il fait, il s'intéresse aux 18 ans, il s'intéresse à ce qui se passe en dessous, il partage ses séances avec les entraîneurs-là. C'est énormément de travail. Hein. Le matin, il se réveille, il pense à la séance qu'on va faire, il doit déjà se projeter sur les semaines d'après pour le planning de ses séances. Alors comme Steph, comme Borby le disait, c'est coach adjoint, je pense, t'es vraiment dans le côté humain, plus individuel, où tu peux parler au mec, lui expliquer ce que le coach pense, ce qu'il a besoin de toi. Puis les joueurs, souvent les joueurs, ils se confient plus à un entraîneur adjoint qu'à un coach, par exemple. Ils ont plus confiance à un entraîneur adjoint. Et faire le lien entre tout ça, c'est quelque chose qui me plairait. Ou même, je te dis, directeur sportif. Parce que directeur sportif, il n'y a pas que recruter. Directeur sportif, c'est que les joueurs se sentent bien dans un club, mais tout ce qui est à côté aussi. Le coach va s'occuper de tout ce qui est à la partie terrain, mais après le directeur sportif, il doit s'occuper aussi de la partie extérieure, quand le joueur arrive, qu'il se sente bien dans la ville. Je te dis, limite c'est team manager, tu vois, mais nous, dans un club comme Épinal, il ne peut pas y avoir de team manager à temps plein avec l'équipe comme il y a à Nancy, comme dans les clubs pros, si tu veux, qui suit l'équipe partout, il n'y a pas assez de budget pour ça. Ok. Eh ben écoute, merci Gaëtan pour cette interview. Avec Ça m'a plaisir. fait vraiment plaisir, elle était super intéressante, on a vu pas mal d'anecdotes. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de s'abonner surtout, de la partager, de commenter également si vous avez des questions pour Gaëtan. Et puis on se retrouvera une prochaine. Ciao. Ciao. Il a dit